Bonjour à tous, Benoît Sorex, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe CDH au Parlement bruxellois et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Alors on va parler évidemment de l'éviction de Maïnou Rosdemir du CDH. Un coup dur pour le Parlement bruxellois, pour le groupe CDH. Vous perdez une élue. Oui, mais c'est jamais gai non plus de se séparer de quelqu'un avec laquelle on a travaillé depuis un certain nombre d'années. Ça crée des liens, d'autant plus que c'était une bonne parlementaire, mais il y a des questions de principe. Et un parti comme le nôtre ne transige pas sur un certain nombre de valeurs. Et donc, en l'espèce, avec la volonté de Mme Rosdemir de ne pas reconnaître le génocide arménien, ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. Ouais, Benoît Sorex, est-ce que vous avez découvert, grâce à ce reportage de RTL TVI, que Maïnou Rosdemir refusait de reconnaître ce génocide arménien? On sait que la question est taboue. Alors, on sait que la question est délicate, mais on sait aussi que Mme Rosdemir, au moment où elle est redevenue candidate sur nos listes en 2014, avait, à l'instar de tous les autres candidats de la liste, signé un engagement, signé une charte selon laquelle elle reconnaissait l'ensemble des génocides. Et donc, il y a eu manifestement, sur base de pression extérieure, je suppose, une évolution dans la prise de position de Mme Rosdemir, puisqu'elle avait signé en 2014. Et aujourd'hui, elle revient sur cette signature. Elle l'avait déjà reconnu devant vous, ce génocide arménien? Mais elle l'avait reconnu sur papier. Et vous savez, pas plus tard encore qu'il y a quelques semaines, lors des réunions de groupe, j'avais fait allusion à la minute de silence qu'on aurait au Parlement régional sur la problématique de ce génocide arménien. Elle n'a pas bronché, donc qui ne dit mot consent. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait eu, de son côté, une évolution... Donc elle se sent trahie, mais vous vous sentez trahi aussi? Ah ben, nous nous sentons évidemment trahis par rapport aux valeurs que nous défendons au sein du parti, par rapport à notre projet politique, auquel on demande à tout le monde d'adhérer. Vous savez, chez nous, ce n'est pas à la carte. On a des valeurs, et des valeurs comme celles-là sont des valeurs universelles, sur lesquelles on ne fait évidemment pas de concessions. Et celui qui ne les incarne plus, qui ne les défend plus, n'a plus sa place chez nous. Alors, par rapport à la manière dont ça s'est passé, Maïnou Rosdemir, sur ce plateau, disait que le CDH s'est comporté comme une république bananière. Bon, ça, je voudrais bien qu'elle m'explique pourquoi, puisque, en l'espèce, il y a des procédures qui sont prévues dans les statuts de notre parti, convocation devant le comité de déontologie, ce qui s'est passé. Elle s'est fait accompagner d'ailleurs par son frère pour la défendre, elle n'a pas voulu d'autres défenseurs. Cette audition devant le comité de déontologie, je n'y étais pas, mais on m'a dit que ça avait duré plus de 2h30, avec même un certain nombre d'interruptions pour lui permettre de prendre un certain nombre de contacts. Et puis après ça, mais à partir du moment où elle a maintenu sa position, où elle n'a pas voulu reconnaître le génocide... Tout a été fait dans les règles, en fait, selon vous, parce qu'elle dit le contraire. Hein. Elle dit le contraire, mais alors elle ferait bien de relire la procédure telle qu'elle existe. Elle ne veut pas nier qu'elle a été entendue par le comité de déontologie, elle ne peut pas nier qu'elle s'est fait accompagner par son frère, et elle ne peut pas nier non plus qu'on lui a laissé le temps de s'expliquer, le temps de réfléchir. Malheureusement, elle n'a pas voulu le faire. Alors, donc, vous êtes affaibli au niveau régional, affaibli aussi au niveau communal. On a entendu que le frère de Maïnou Rosdemir a décidé de siéger comme indépendant à Saint-Josse également. Le CDH a perdu l'électorat turc? J'espère qu'on n'a pas perdu l'électorat turc. Vous savez, de toute manière, cette démarche-là, c'est une démarche de conviction, c'est une démarche de principe de la part de notre parti. Et je pense qu'une formation politique, quelle qu'elle soit, se grandit en ne transigeant pas sur ce genre de valeurs-là. Et donc, aujourd'hui, je pense que tout l'ensemble du bureau politique chez nous, les ministres, les parlementaires, les présidents d'arrondissement, sont derrière cette décision qui crédibilise en tout cas notre formation politique. Elle affirme pourtant qu'elle est soutenue par Joël Milquet. Mais vous savez, Joël Milquet, elle était d'ailleurs lors de la réunion lundi au bureau politique, et je pense que tout le monde est derrière cette décision. Il n'y a pas un parlementaire, il n'y a pas un ministre qui n'est pas derrière cette décision. On l'a encore réaffirmé de manière ferme lundi. Maintenant, c'est clair et c'est vrai pour nous tous. Il y a des liens d'amitié qui peuvent se développer avec l'un ou l'autre parlementaire. On travaille ensemble, mais sur le fond, il n'y a pas un papier de cigarette entre les différents membres du bureau politique de ce parti. Et vous-même, vous avez eu un contact avec elle depuis vendredi? Alors, je n'ai pas eu de contact avec elle jusqu'à présent. J'en aurai pour voir un peu quelles sont les dispositions à prendre
pour l'avenir, puisqu'elle quitte évidemment notre groupe politique au Parlement bruxellois, mais à ce jour, je n'ai pas eu de contact avec elle. Elle dit également qu'il y a un schisme au CDH entre un CDH plus progressiste et un CDH qui petit à petit virerait plus à droite. Alors ça, non. Et radicalement, non. La question sur laquelle s'est posé ce problème, c'est uniquement la question du génocide. Moi, je voudrais bien qu'on me dise en quoi le parti, de manière idéologique, dans son programme, dans son projet, aurait évolué. Et ça, Mme Ozdemir ne le pointe pas. Mais évidemment, c'est facile pour elle d'essayer de déplacer le débat. Le débat, il est uniquement concentré sur la problématique du génocide. Donc, il n'y a pas un CDH de Benoît Lutgen et un CDH bruxellois qui serait plus progressiste? Non, il n'y a pas 3 ou 4 CDH, il n'y a qu'un CDH. Et nous sommes tous d'accord sur le même projet, sur les mêmes valeurs. Vous savez, les listes électorales en 2014, elles ont été déposées, elles ont été établies ici à Bruxelles sous la présidence de Benoît Lutgen. Notre projet politique à Bruxelles, il n'a pas évolué, il est resté ce projet ouvert sur l'ensemble de la diversité de la population bruxelloise. Mais ce qu'on a pu lire dans la presse de la part d'observateurs politiques, c'est qu'il y aurait une volonté du CDH de se déscotcher du PS. Mais nous n'avons jamais été scotché au PS. Le PS, c'est le PS, et le CDH, nous sommes un parti centriste avec notre propre vision de la société, notre propre projet, et ce n'est pas cette question du génocide qui fait évoluer notre projet politique sur Bruxelles ou sur l'ensemble du pays. Ça, cet amalgame-là et cette tendance à essayer de faire évoluer ce débat vers cette problématique, je ne l'accepte pas parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Alors sur ce plateau, elle a évoqué également vendredi passé, puisqu'elle était l'invitée, elle a évoqué la question du voile. Elle a sous-entendu que ça gênerait certaines personnes au sein du CDH, qu'elle avait ressenti cela ces derniers temps. Vous savez, Mme Ozdemir faisait partie de nos troupes depuis bien des années. Ça fait la 2e fois qu'elle se présentait sur nos listes aux élections régionales. Elle s'est présentée plusieurs fois aux élections communales à Schaerbeek. Et je ne pense pas que ça ait soulevé de problèmes et de problèmes particuliers au cours de ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais c'est une manière, évidemment, pour elle d'essayer d'expliquer le fait qu'aujourd'hui, elle ne veut pas reconnaître l'existence de ce génocide. J'ai encore lu des déclarations très claires de sa part au cours des dernières heures. Et ça, pour un parti comme le nôtre, avec notre vision humaniste de la société, ce n'est pas acceptable. Donc personne ne la regardait de travers parce qu'elle était voilée? Mais je vous ai dit ô combien elle était bien intégrée dans le groupe, ô combien elle avait fait un bon travail au niveau parlementaire. Le problème n'était certainement pas celui-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir montré l'exemple et cet exemple-là, est-ce que vous voudriez le voir suivre par les autres partis, le PS a fortiori? Ce n'est pas la première fois que nous montrons l'exemple. Quand on a eu un mandataire communal échevin à Krainem qui a eu des propos négationnistes par rapport à la Shoah, dans les 24 heures ou dans les 48 heures, il était exclu de notre formation politique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a appliqué aujourd'hui à une parlementaire qui ne veut pas reconnaître le génocide arménien. J'aimerais bien, en effet, que dans les autres formations politiques, même si chacun est responsable de son propre parti, mais on prenne le même type de disposition, qu'on ait ce même courage politique, ce même sens des responsabilités. Donc c'est un message que vous adressez aujourd'hui à votre partenaire de majorité, le Parti socialiste, qui est souvent cité dans ce dossier-là, en particulier la personnalité d'Emir Kir. Mais à l'ensemble des formations politiques, puisque le débat aura lieu dans les prochaines semaines au Parlement fédéral, puisqu'il y a des propositions de résolution qui sont sur la table. Il faudrait qu'elles soient bien claires, en tout cas, sur la reconnaissance du génocide. Et je demande alors à chacun de se positionner. Alors, dernière question sur ce dossier. Selon vous, est-ce que Maïnour Ozdemir a été instrumentalisé par l'AKP, puisque le parti du président Erdogan, c'est ce que certains suggéraient? Oh, je pense que très clairement, il y a des liens entre l'AKP et Maïnour Ozdemir. On a vu d'ailleurs très rapidement la réaction de l'AKP suite à l'éviction de Maïnour Ozdemir du CDH.
où va-t-on? Enfin, c'est inacceptable pour nous en Belgique d'avoir de l'étranger des leçons de démocratie qu'on recevrait, et notamment de la part de l'AKP. Et donc, en l'espèce, on voit, et on l'a déjà vu dans toute une série d'autres dossiers, qu'il y a des liens qui sont des liens assez étroits. Alors, autre dossier chaud, si je puis dire, c'est le dossier du survol de Bruxelles. Vous êtes en colère contre la mise en application du moratoire et également sur l'utilisation abusive de la piste 01 pour les atterrissages. Alors, vous aviez annoncé une plainte. Est-ce que cette plainte est déposée? Alors, pas encore, parce que j'avais dit qu'il fallait attendre le 2 avril, la mise en œuvre du plan Galant, et puis qu'il fallait se donner une période pour faire des mesurages avec des sonomètres qui ont été installés grâce à la collaboration de la région bruxelloise. Et donc ces sonomètres ont été installés notamment sur 4 communes, Evere, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et chez nous. Nous sommes en train de prendre ces mesures et en fonction des résultats, mais qui nous semblent malheureusement, malheureusement pour les citoyens... Donc les résultats que vous avez vous confortent dans l'idée de déposer plainte? C'est clair, puisque rien que sur le mois d'avril, dans une commune comme la mienne, on a eu plus de 3000 événements sonores dépassant les 65 décibels. 65 décibels pendant plus de 10 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enfer que vivent les populations aujourd'hui. Et donc cette plainte, c'est pour ? Alors, c'est une fois qu'on a des relevés qui sont sur une période un peu suffisante. Malheureusement, pour l'instant, il y a des travaux aux pistes à Zaventem jusqu'au mois de septembre. Donc, on va voir si on sait le faire avant ou si on doit attendre le mois de septembre pour introduire cette action. Très bien. Alors, la proposition du CDH, ça reste celle de Catherine Fonck, utiliser prioritairement la route du Ring et la route Ikea? C'est le principe qui est d'application dans la plupart des autres aéroports, le survol des zones les moins densément peuplées. Et ça, c'est notamment la route du Ring, la route Ikea, et aussi le respect, enfin, par Belgocontrol, des normes de vent en atterrissage sur la 01. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable quand on voit la concentration des atterrissages, notamment le week-end, sur cette zone. Et puis, subitement, les normes de vent changeraient le lundi matin. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Merci Benoît Sorex d'avoir été notre invité. Le prochain rendez-vous avec l'info sur Télé Bruxelles, c'est à 18 h.